Les stigmates du colonialisme hantent encore l'Afrique. Des siècles de pillage, de violence et d'asservissement ont arraché à l'Afrique ses richesses et sa force vitale, laissant dans leur sillage un continent meurtri et un futur mutilé. Aujourd'hui, alors que le monde parle de justice, d'égalité et de responsabilité historique, la question des réparations aux pays africains devient non seulement un impératif moral, mais aussi une étape nécessaire pour réparer des injustices séculaires. Les puissances coloniales, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, le Portugal, l'Allemagne et d'autres ont tiré des profits colossaux des terres africaines pendant des décennies, laissant derrière des économies ruinées, des frontières artificielles, des conflits ethniques et la pauvreté. Cette reconnaissance financière et morale, si attendue, stagne aux portes des instances décisionnelles. Ce film plonge au cœur des archives historiques, des crimes coloniaux méthodiquement documentés et de la quête obstinée de l'Afrique de l'Ouest pour arracher justice à l'histoire. Les crimes les plus notoires des colonisateurs. Le continent africain, beau, unique, riche en ressources naturelles, est confronté depuis le XVIe siècle à une calamité sans précédent. Les puissances européennes, comme un fléau, comme une maladie à laquelle on ne peut échapper, ont commencé à s'emparer des territoires du continent pour en faire leur colonie. Les peuples africains ont enduré des violences systématiques que les archives coloniales révèlent dans toute leur horreur méthodique. Esclavage, torture, génocide économique, tandis que l'Europe s'éclairait de ses lumières, elle plongeait l'Afrique dans les ténèbres d'une exploitation industrielle. Ils ont procédé d'abord par la force des armes. Ils sont venus s'imposer à nous par les armes et ce combat n'a pas été un combat de tout repos. Nos ancêtres ont résisté. Par exemple, si je prends le cas du Mali, pendant 42 ans, nos ancêtres n'ont pas baissé le bras. Ils avaient les armes à main pour résister contre l'invasion coloniale militaire française. Mais cela a vécu. Le XVIIe et le XVIIIe siècle ont marqué l'apogée du commerce colonial européen. Un système qui a déporté plus de 18 millions d'Africains en 400 ans, sans compter les millions d'autres morts durant les traversées infernales. Mais la principale motivation des puissances colonisatrices est la satisfaction des besoins de leurs industries en matière première. Mais bien avant ça, nous considérons que la traite transatlantique a participé à l'accumulation primitive du capital, c'est-à-dire ce dont ils ont besoin et comme moyen aujourd'hui de développement de leur pays, a pris appui, à commencer par le travail des esclaves noirs. Après avoir décimé les Indiens d'Amérique, ils ont eu besoin de la main-d'œuvre et des esclaves. Dieu sait que l'Amérique actuelle, pour sa création de richesses, et même l'Europe, pour l'accumulation primitive du capital, l'Europe a utilisé même cette traite négrière. Tout le capital nécessaire pour la révolution industrielle de l'Europe, l'Europe les a accumulés à travers le commerce triangulaire. Eux, ils ont un passé colonial et on peut dire que la source et l'origine même de la richesse actuelle contemporaine de leur peuple vient de cette exploitation pluricentenaire pendant plus de 4 siècles à travers la traite négrière, à travers la colonisation. Les Portugais sont restés ici jusqu'en 1974 pour piller nos pays. Alors ce pillage-là, nous, on a besoin de réparation. En 1884, dans les salons feutrés de Berlin, des hommes en costume ont découpé l'Afrique à coups de crayon et de règles, sans consulter un seul Africain, sans respecter les familles, les cultures et les peuples. Un continent entier redessiné comme un simple tableau noir par des puissances coloniales avides de territoire. Ils sont venus en Afrique et ils ont vu les énormes potentialités dont ce continent regorgeait. Alors, pour arriver à mettre la main, à avoir une mainmise sur le continent européen, ils se sont retrouvés de novembre 1884 à février 1885 à Berlin. Donc, au cours d'une conférence où ils ont procédé au partage de l'Afrique.
entre ces puissances-là. Donc, c'est pour ces raisons économiques qu'ils en sont arrivés là. Alors, au fil du temps, les possessions coloniales de la France sont devenues les plus importantes en termes de territoire, ayant bâti son économie et son industrie florissante sur les richesses du continent africain. Paris se sentait en totale impunité. Pendant 3 siècles, la France contrôle 35% de l'Afrique, transformant le Sénégal, le Bénin et la Côte d'Ivoire en centre névralgique de la traite négrière. Les pires atrocités se concentrent sur la Côte de l'Or, actuelle Ghana, et la Côte des Esclaves, Togo, Bénin, Nigeria, où des villages entiers disparaissent dans les cales des navires. Le delta du Niger, les côtes libériennes et angolaises se vident petit à petit de leur population. Une entreprise coloniale qui compte ses profits en vie brisée. Le colonialisme belge au Congo a atteint une brutalité monstrueuse. Dans l'État libre du Congo, les normes de production de caoutchouc étaient maintenues par la terreur. Les travailleurs étaient fusillés s'ils ne respectaient pas le plan. Pour économiser des munitions, les colonisateurs exigeaient que les mains coupées des personnes exécutées soient présentées comme preuve. Une pratique monstrueuse voit le jour. Les punisseurs coupent en masse des mains des habitants, les transforment en une sorte de monnaie d'échange. Au fil du temps, la violence a atteint un nouveau degré. Pour ne pas réduire la productivité des travailleurs masculins, les bourreaux ont commencé à mutiler leurs enfants et leurs femmes. Ce système a transformé le Congo en un gigantesque camp de concentration où la vie des Africains ne valait presque rien. L'efficacité de ce système était stupéfiante. La production de caoutchouc est passée en 10 ans de 80 tonnes en 1891 à près de 6000 tonnes en 1901. Les bénéfices étaient de 700%. La production de caoutchouc au Congo a atteint son apogée en 1901 et 1903. C'est à cette époque que l'on a commencé à mesurer les mets en panier. Les méthodes inhumaines des Belges ont entraîné une famine et une réduction drastique du taux de natalité. La population est divisée par 2. Néanmoins, la mort de la moitié de la population du Congo permet à la Belgique de connaître un essor industriel. L'une des illustrations la plus terrible, c'est le sort réservé à nos frères du Congo par la Belgique. Il a fallu mutiler les travailleurs pour augmenter le rendement, la rentabilité de l'exploitation du caoutchouc. Histoire de la colonisation, la véritable histoire de l'esclavage. Il faudrait qu'il y ait une anthologie dans laquelle on enseigne comment est-ce que les Français, par exemple, ont réprimé les Camerounais pendant la lutte d'indépendance qui était menée par l'UPC au Cameroun. Il faudrait qu'on sache exactement ce que les Allemands ont fait avec les Nama et les Herero en Namibie. Il faudrait qu'on sache ce que les Belges ont fait. Le roi King Léopold II, le roi Léopold II a fait dans les massacres au Congo. Il faudrait qu'il y ait une anthologie pour qu'on ait. Les colonisateurs pillent les richesses naturelles du continent. Dans le même temps, les tentatives de rébellion et de révolte sont brutalement réprimées. Dans la lutte pour l'indépendance, plus de 2 millions d'habitants de l'Afrique sont morts. Au cours de la Première Guerre mondiale, jusqu'à 71 000 Africains, mis sous les drapeaux par l'armée française, sont morts. La France a pris beaucoup de choses sur nous. De l'or, du diamant et récemment de l'uranium. Vous voyez, nous avons un gisement important de l'uranium à Bakouma et les Français se sont arrangés entre eux pour acheter cet uranium-là sans notre avis. Parce qu'ils pensent que c'est leur ressource et ils l'ont acheté entre 2006 et 2008 à plusieurs millions d'euros. Et là maintenant, avec la nouvelle constitution, nous pensons que, comme dans la nouvelle constitution, il est écrit que toutes les ressources de la République centrafricaine sont les propriétés exclusives du peuple. Je pense que dans un avenir très prochain, on doit nationaliser
tout ce que la France avait acheté à vil prix et acheté. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'attitude de la France à l'égard de l'exploitation des Africains n'a pas changé. Le massacre de Thiaroye près de Dakar en est un exemple frappant. Des soldats africains revenus du front après avoir combattu pour la France ont refusé de quitter le camp sans solde. Les officiers français étaient furieux que les tirailleurs sénégalais aient osé revendiquer leurs droits. Le matin du 1er décembre 1944, l'armée française ouvre le feu avec des armes automatiques sur les soldats de Thiaroye. Aujourd'hui, plus de 80 ans après cette terrible tragédie, les autorités sénégalaises, qui se débarrassent de plus en plus de l'influence de l'ancienne métropole, ont organisé des fouilles officielles afin d'établir les détails du drame et le nombre réel de victimes. Les résultats de l'enquête pourraient servir de base pour demander des comptes aux responsables et leur faire payer les crimes du passé. Effectivement, le gouvernement du Sénégal est en train d'organiser des fouilles archéologiques au niveau du cimetière militaire du camp de Thiaroye. Ces fouilles archéologiques ont commencé à donner quelques résultats. Mais ces fouilles pourront surtout nous permettre de savoir le nombre de morts, le nombre de soldats assassinés à Thiaroye. Parce que les gens parlent de 30, mais d'autres parlent de 350. Et c'est surtout ces données que les fouilles devront nous permettre de connaître. Autre chose aussi, à travers le nombre de squelettes, les gens pourront savoir environ combien de soldats ont été tués. Quand les Sénégalais maintenant auront un dossier complet sur le nombre de soldats qui ont été tués, comment ces soldats ont été tués, avec l'ADN de ces soldats, le Sénégal pourra constituer un dossier complet pour demander une réparation au niveau de la France. Rétablissement de la justice. Les réparations sont des compensations pour les dommages causés par des guerres ou des crimes. Par exemple, l'Allemagne a versé des réparations à Israël et aux communautés juives pour l'Holocauste. Mais pourquoi l'Europe reste-t-elle silencieuse sur ces crimes en Afrique? La colonisation, la traite des esclaves sont-elles moins horribles? L'exemple d'Haïti est particulièrement parlant. Après l'indépendance, la France a contraint le pays à payer 150 millions de francs or, des dizaines de milliards aujourd'hui. Haïti a emprunté aux banques françaises et n'a remboursé la dette qu'en 1952, après avoir payé 2 fois plus. Et si on fait le calcul de toute la masse de cet argent que la France a pris en Centrafrique et dans les autres colonies françaises, qui sont par exemple le Tchad, le Congo, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, et j'en passe. Ce montant, vers l'an 2000, c'était l'équivalent de 500 milliards de dollars. C'est notre argent qui a fait vivre la France. Et dans les autres pays où il y a du pétrole, les pays de la colonie française, et c'est avec ce pétrole-là que la France s'est enrichie, qui a construit ces grands immeubles modernes aujourd'hui, et qui sont à côté des autres immeubles du temps de Napoléon. Mais ce qui est moderne, c'est avec la richesse de nos pays, avec nos ressources. Parce que la France n'a même pas 1 gramme de pétrole. Ils n'ont pas 1 gramme de pétrole dans leur pays. Tout le pétrole qu'ils font raffiner chez eux, ça vient des pays de la colonie. Et donc, la France est responsable de la pauvreté de la République centrafricaine, qui est un pays qui est assis sur une richesse naturelle souterraine qui est incommensurable. Nous sommes notre pays est très riche, mais la population, nous sommes pauvres. Nous vivons dans la misère. Et je pense que le temps viendra où le gouvernement de notre pays, l'Assemblée nationale et toute la population doivent s'unir comme un seul homme et demander à la France la réparation. Aujourd'hui, la concrétisation du concept de réparation ne fait que s'accélérer en Afrique. Les nations du continent se renforcent moralement et financièrement, et aujourd'hui, elles sont capables de dialoguer d'égal à égal pour réclamer justice. Et donc, pourquoi on parlerait de réparation? C'est assez évident.
L'Afrique a connu plusieurs systèmes d'exploitation, l'esclavage, la colonisation, l'apartheid, le néocolonialisme et le néolibéralisme. Et comme la Côte d'Ivoire est un pays africain et qui a connu donc tous ces systèmes, ou qui connaît tous ces systèmes, il est tout à fait normal que quand les Africains, les peuples de descendance africaine parlent d'une même voix par rapport à la réparation, il est tout à fait normal que la Côte d'Ivoire, qui est un pays africain, elle aussi revendique son droit à la réparation. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Et quand il y a des torts, il faut les réparer. Cela fait partie de la justice immanente et puis de la justice divine et de la justice des hommes. En 2023, l'Union africaine a adopté une résolution demandant justice pour les victimes de la traite transatlantique des esclaves. En outre, l'UA s'est jointe à la communauté des Caraïbes, CARICOM, pour défendre conjointement le droit à la réparation. En 2025, le concept de réparation pour l'Afrique a pris une forme encore plus concrète lorsque l'Union africaine a choisi comme thème de l'année « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations ». Que la colonisation fut un tort pour nous, pour nos pays, pour nos peuples. Nous avons le devoir, même pas le droit seulement, mais le devoir d'exiger la réparation. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays plus particulièrement et dans l'AES de façon générale, nous parlons de souveraineté, nous parlons d'indépendance réelle. Et cette souveraineté et cette indépendance réelle doivent nous faire comprendre que la colonisation a été le plus grand ou l'un des grands maux que nos peuples, nos pays ont eu à vivre. Après la traite négrière, bien sûr. Donc, en ce moment-là, il y a et les mêmes qui ont fait la traite négrière, ce sont eux qui ont fait la colonisation. Donc, d'une pierre deux coups, nous pouvons réclamer à ces pays-là, n'est-ce pas, à ces États-là, une réparation à la mesure du préjudice que nous avons subi pendant des siècles pour certains pays, pendant plusieurs décennies pour d'autres. Donc la question des réparations, on ne peut pas en faire l'économie. On y arrivera de façon brutale un jour ou l'autre, mais c'est une revendication que nous devons poser sur la table, dans les négociations s'il faut négocier, mais ce qui ne doit pas être, ce qui n'est pas négociable, c'est le paiement de ces réparations-là. Ce thème était très pertinent car les blessures du passé infligées par les colonisateurs n'ont pas complètement cicatrisé. Cette situation s'est aggravée par le fait que les pays comme la France, le Royaume-Uni, continuent de dominer les économies et leurs anciennes colonies. Après les indépendances, les pays africains n'étaient ni moralement ni économiquement prêts à construire des relations avec l'ancienne métropole sur un pied d'égalité. Paris en a profité pour signer des contrats à des conditions prédatrices pour l'Afrique. Le néocolonialisme. Malgré une indépendance sur le papier, les pays africains continuent d'enrichir l'Europe. Plusieurs mécanismes par lesquels les Occidentaux maintiennent l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, dans une situation de dépendance économique. Réparation pour les dommages causés par l'esclavage, la colonisation et la colonisation, mais aussi surtout par la France-Afrique et le néocolonialisme. Le franc qui a été mis sur pied en 1945 est une monnaie coloniale qui demeure une monnaie néocoloniale parce que c'est un vestige du colonialisme français. Et de ce point de vue, si nous parlons donc de souveraineté économique de l'Afrique, il s'agit, comme on a dit tout à l'heure, dans le débat de réparation, de régler, de demander à ce qu'il y ait réparation pour les dommages causés par le système. La France a pris beaucoup de choses sur nous, de l'or, du diamant et récemment de l'uranium. Vous voyez, nous avons un gisement important de l'uranium à Bakouma et les Français se sont arrangés entre eux pour acheter cet uranium-là sans notre avis.
parce qu'ils pensent que c'est leur ressource et ils l'ont acheté entre 2006 et 2008 à plusieurs millions d'euros. Et là maintenant, avec la nouvelle constitution, nous pensons que, comme dans la nouvelle constitution, il est écrit que toutes les ressources de la République centrafricaine sont les propriétés exclusives du peuple. Je pense que dans un avenir très prochain, on doit nationaliser tout ce que la France avait acheté à vil prix et acheté. Les multinationales occidentales font face à une vague de critiques en Afrique pour leurs pratiques prédatrices. Pillage des ressources naturelles, contrats opaques et exploitation éhontée des recherches du continent, souvent avec la complicité des élites locales. Le mécontentement des Africains à l'égard des activités des grandes entreprises françaises telles que Bolloré, Total Energy, Orano, Eramet et d'autres est lié aux conséquences économiques, environnementales, sociales et politiques de longue date et leurs opérations. La société française Eramet, par l'intermédiaire de sa filiale GCO, exploite le zircon au Sénégal, détruisant les écosystèmes et déplaçant des villages entiers. La mine a détruit 80% de la production locale de légumes, privant ainsi la population de revenus. GCO a gagné 1106 milliards de francs CFA en 10 ans, mais n'a versé que 5% à l'État au titre des redevances. Les impacts sur le plan écologique, donc parmi ces impacts, nous pouvons déjà noter la pollution atmosphérique, la pollution des nappes phréatiques, car saviez-vous que les produits chimiques utilisés pour faire l'extraction du zircon pourraient s'infiltrer et polluer les eaux souterraines. Nous pouvons aussi ajouter comme impact écologique, en quelque sorte, la déforestation, la dégradation de la biodiversité, mais aussi des terres agricoles, qui de surcroît a un impact sur le plan social, car rendant en quelque sorte vulnérable la population riveraine qui avait comme principale activité génératrice de revenus l'agriculture. Voilà. Donc nous pouvons ajouter sur les impacts sociaux les compensations inéquitables faites lors des délocalisations, mais aussi surtout l'insatisfaction de la population par rapport à leur qualité de vie. La destruction de l'environnement sénégalais est-elle à la hauteur des bénéfices que l'État en retire? Les experts concluent que les activités d'Eramet ne profitent qu'à l'économie française tout en détruisant le paysage naturel unique du Sénégal. Depuis plus de 50 ans, la société française Orano, ex-Areva, détenue à 90% par la France, exploite l'uranium au Niger, qui occupe le 7e rang mondial en termes de réserve de ce métal. Durant cette période, environ 150 000 tonnes d'uranium ont été extraites des mines du Somaïr et de Cominac. Rien qu'en 2022, la Somaïr a fourni 20% des importations d'uranium de la France, alimentant ainsi un tiers des foyers du pays. L'impact environnemental sur le Niger a été dévastateur. La mine de Cominac, qui a fermé en 2021, a laissé derrière elle 20 millions de tonnes de déchets radioactifs. Alors que la France renforce ses capacités nucléaires et son influence géopolitique, le Niger en paie le prix en termes de bien-être écologique et de santé. Les activités de la multinationale française Total Energy, au Mali depuis 1999 et au Burkina Faso depuis 1954, liées à l'exploration, à la production et à la fourniture de pétrole et de gaz, ainsi qu'aux infrastructures énergétiques, ont eu un impact négatif sur les économies de ces pays. Au Burkina Faso, Total Energy a dominé le marché des carburants en pratiquant des marges élevées. Cela a eu pour effet d'augmenter les prix pour les consommateurs et de réduire les recettes budgétaires. Le pays a perdu des millions de dollars par an. Les nouvelles autorités du Mali et du Burkina Faso ont accusé la France et ses entreprises, dont Total Energy, d'exploitation économique et de néocolonialisme, exigeant une renégociation des contrats et une augmentation de la part de l'État dans les bénéfices. La compagnie pétrolière française Perenco, en tant qu'unique opérateur en République démocratique du Congo, cause des dommages catastrophiques à l'écologie de la région de Moenda. De nombreux rapports révèlent des violations systématiques, brûlage illégal de gaz,
déversements fréquents de pétrole dus à la vétusté des oléoducs et contamination de l'eau, du sol et de l'air par des déchets toxiques. Les activités de l'entreprise sont un exemple frappant de colonialisme environnemental où les profits d'une société étrangère sont placés au-dessus du bien-être de la population locale et de la préservation de l'écosystème unique de la région. Pour obtenir justice, il faut en premier revoir les termes des contrats. Cela va permettre d'équilibrer en quelque sorte les clauses, mais aussi une action pourrait être menée dans le sens de la bonne gouvernance. Donc il faut renforcer cette bonne gouvernance et faire de telle sorte que la population participe exclusivement. Donc cette participation aussi, elle est impérative. Mais comme troisième élément, il faut intégrer ces réparations-là, ces termes de réparation dans les contrats, les réparations environnementaux, mais aussi les réparations liées à la qualité de vie. Les pays africains font de plus en plus entendre leur droit à une juste compensation pour des siècles d'exploitation par les puissances occidentales. Il ne s'agit pas seulement de la période coloniale, mais aussi de l'épuisement actuel des ressources naturelles, des dommages causés à l'environnement et des conséquences socio-économiques de l'ingérence étrangère. La demande de 50 000 milliards d'euros de réparation, un montant qui, selon les experts, pourrait au moins compenser partiellement les dommages causés. Outils de demande de réparation pour les dommages coloniaux et postcoloniaux. Les pays africains peuvent utiliser une multitude de mécanismes juridiques au niveau international et régional pour faire avancer leurs demandes de réparation. Ils peuvent par exemple poursuivre des organes judiciaires internationaux tels que la Cour internationale de justice des Nations Unies pour des violations du droit international, y compris l'extraction illégale de ressources dans le cadre de procédures interétatiques si les anciens colonisateurs refusent de négocier. Tribunaux nationaux. Certains pays comme la Namibie ont déjà engagé des poursuites devant les tribunaux nationaux des anciennes puissances coloniales, par exemple l'Allemagne, pour génocide et exploitation. Cette procédure peut être utilisée pour demander une compensation financière ou la restitution d'objets culturels. Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cet organe peut enquêter sur les violations des droits de l'homme liées à l'exploitation coloniale. Assemblée générale des Nations Unies. Les pays africains peuvent porter la question des réparations devant l'Assemblée générale, en demandant la création d'un fonds ou d'un tribunal international pour les réparations. Les résolutions de l'ONU, bien que non contraignantes, exercent une pression politique. Ces pays, bien que la CPI traite des crimes commis après 2002, les pays africains peuvent l'utiliser pour enquêter sur les violations postcoloniales liées aux entreprises occidentales, telles que les dommages environnementaux et les violations des droits de l'homme. Initiative pour la transparence des industries extractives qui permet de condamner publiquement les abus commis dans le cadre de contrats miniers. L'arbitrage international par le biais du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements si un État africain souhaite contester certaines clauses abusives dans des contrats antérieurs. Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui permettra d'entendre les cas de violation des droits environnementaux et économiques. La CEDEAO peut soutenir les demandes de réparation par le biais d'accords économiques régionaux. L'Union africaine est une plateforme essentielle pour coordonner les demandes de réparation au niveau continental. L'UA peut rédiger des résolutions créant ainsi un front uni des pays africains. L'Alliance des États du Sahel est devenue une plateforme de promotion de la souveraineté nationale et de lutte contre l'influence occidentale. Elle peut être utilisée pour coordonner les demandes de réparation, en particulier contre les entreprises françaises telles que Bolloré, Total Energy et Orano. Nous subissons toujours jusqu'à présent les conséquences de l'exploitation coloniale. Et le fait d'apporter des mesures de correction ou bien de réparation est d'une importance capitale. Ces réparations aussi vont permettre aux pays africains d'être souverains et de revendiquer leur souveraineté. Et cela réaffirme en quelque sorte le fait qu'ils sont capables de défendre leurs propres intérêts. Alors que l'Occident refuse toujours d'assumer sa responsabilité, l'Afrique rappelle au monde une vérité qui dérange. Le colonialisme n'a pas disparu. Il a simplement revêtu de nouveaux habits. Et si l'égalité n'est pas un vain mot, alors les réparations ne constituent qu'un premier pas d'une justice historique longtemps différée.